bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Il est l'heure de cette grande clarification. Alors je l'ai appelé comme ça hein, pour faire des grands mots, mais vous inquiétez pas, c'est surtout un raisonnement que je voulais vous proposer aujourd'hui, un raisonnement assez long, qui j'espère sera assez complet, sera assez intéressant, parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager en termes de raisonnement, de réflexion, et en termes de cœur, de choses que j'ai sur le cœur, que je vois évoluer dans l'univers dans lequel gravite Juste Milieu, dans l'univers dans lequel on gravite tous finalement, ce monde des médias alternatifs, hein, ce monde appelé comme ça, plus largement ce monde des discours alternatifs, qu'ils soient politiques, médiatiques et compagnie. Et j'avais envie de vous livrer mes réflexions et de vous livrer ce que j'ai sur le cœur. Alors, je vais d'entrée de jeu prendre beaucoup de pincettes pour construire les contours des propos qui vont suivre, les amis, parce qu'il y aura des choses qui ne vont pas vous plaire. Il y aura des choses qui vont vous pousser à penser contre vous-même, peut-être même à remettre en cause certaines certitudes, ou pas, ou à en confirmer d'autres. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer une séquence dans le plus pur style de Juste Milieu. Je dis ça avec toute la modestie qui s'impose, plus pur style Juste Milieu, voilà, ça reste des vidéos YouTube, hein, c'est pas non plus l'Académie française, mais je voulais vous proposer cette vidéo, cette séquence, dans le style qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Dans le style que la plupart d'entre vous sont là à continuer à me regarder. Alors vous vous doutez bien que c'est pas pour l'aspect capillaire du bordel, mais ce travail de Juste Milieu que je fais avec mon cœur tous les jours, depuis fin novembre 2020 aujourd'hui, ce travail d'analyse, de réflexion, où le but premier est de taper sur tout le monde, d'aller renifler ce qui se passe chez tout le monde, les casseroles, les scandales, les choses positives, les choses négatives. Ce travail, on l'a fait ensemble pendant le Covid, ce qui a permis paradoxalement à Juste Milieu de vivre une belle période où ça a décollé, vous avez été des dizaines de milliers à vous abonner. Puis ensuite, il y a eu des sujets plus politiques, plus géopolitiques, où vous avez été nombreux à applaudir le travail de Juste Milieu en disant voilà, tu n'hésites pas à taper sur tout le monde, tu n'hésites pas à dire certains trucs qui fâchent. Il y a un peu de la blague, c'est quand même aussi l'objectif, donc j'espère que ça fait du bien aussi parfois de montrer qu'on peut parler d'actualité sans s'engueuler et en faisant des vannes. Mais aujourd'hui, je suis dans l'obligation, on va dire, d'appliquer cette méthode contre mon camp. Entre guillemets, mon propre camp, si on veut me ranger là-dedans. Parce que, je vous l'ai dit, j'observe certaines choses, certains glissements qui m'inquiètent, qui me font peur, qui plus est à l'approche des élections présidentielles de 2027. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer ni plus ni moins qu'une vidéo dans l'exercice de Juste Milieu. C'est-à-dire, comme je vous ai toujours dit, ne me croyez pas sur parole, vérifiez ce que je vous dis. Ne pensez pas que je dis des choses pour blesser ou pour défendre tel ou tel camp. Si vous avez aimé le travail de Juste Milieu sur d'autres thématiques, il n'y a pas de raison que tout à coup ce travail devienne subjectif, militant et compagnie. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas être agréables à entendre pour vous. Mais cet exercice, je me dois de le faire parce que c'est ce que j'ai sur le cœur et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc je prends toutes ces pincettes-là pour vous dire que il n'y a pas de question de personne, il n'y a pas de question de camp, il n'y a pas de question de retournement de veste ou je ne sais quoi. C'est le même travail que je fais avec mon cerveau, que je fais avec mes tripes, mais ce travail qui s'impose aujourd'hui parce que j'ai envie de défendre la ligne Juste Milieu. Je n'ai jamais eu de camp, je n'ai jamais eu de sujet interdit, je ne me suis jamais censuré, et aujourd'hui je n'ai pas non plus envie de me censurer parce que je vais dire des choses qui concernent, entre guillemets, le camp dans lequel on veut me ranger, à savoir celui des médias alternatifs. Je pense que c'est le rôle de Juste Milieu de faire ça, et je ne serais pas fier de faire mon travail si je ne faisais pas cette vidéo, si je ne vous la proposais pas. Donc voilà les craintes que je vais vous partager aujourd'hui. J'insiste sur le terme de crainte, les amis, parce que la vidéo que je vous propose, elle a pour objectif aussi de créer des discussions, de créer des débats. Je n'ai jamais eu la vérité absolue et je ne l'aurai jamais. Et le jour où je vous le dis, désabonnez-vous. Vraiment, je vous le demande. Le jour où vous pensez que je vous fais la leçon à vous expliquer ce qui est vrai et à vous dire que si vous ne pensez pas comme moi, vous avez tort, désabonnez-vous. Vraiment, je vous le demande très sincèrement, désabonnez-vous. Et peut-être que c'est ce que vous allez penser à l'issue de cette vidéo, désabonnez-vous. Parce que ça n'a jamais été ma démarche et ça ne le sera pas plus aujourd'hui. Donc, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui concerne en premier lieu le monde que l'on présente comme alternatif. C'est-à-dire que ce soit les médias, que ce soit la politique, que ce soit les lanceurs d'alerte, les influenceurs, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a toute une sphère alternative qui s'est constituée, qui a de plus en plus de poids et qui
suscite de plus en plus d'intérêt. Et sur ça, déjà, je voulais faire plusieurs rappels. La première grande partie, les amis, de ce que je vais vous dire, avant d'aller vers l'analyse, vers la réflexion et compagnie, je voulais déjà regarder l'existant, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui est factuel, tout ce qui est derrière nous et qui n'appelle pas vraiment à des remises en cause dans la mesure où c'est du réel. Si on regarde du côté des médias alternatifs, dans l'existant, dans le factuel, on a plusieurs choses. On a un premier cas qui est celui des médias indépendants sous subvention. Si on scrute un petit peu le paysage des médias alternatifs pour voir à peu près qui est qui, et pour comprendre qu'une sorte de supercherie, qu'un véritable cheval de Troie est en train de se mettre en place, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est le titre de cette vidéo, 2027, la disparition des médias alternatifs. Dans l'existant, dans ce qui existe déjà, on a ce premier exemple des médias dits indépendants qui vivent sous subvention. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous avez de manière publique, c'est pour ça que je vous parle de choses factuelles, toutes les sources seront dans la description de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Vous avez sur le site du ministère de la Culture un tableau Excel qui recense tous les montants qui ont été alloués aux médias en France. Là, c'est 2023. Vous avez également ceux de 2024, je vous les montrerai juste après. Tous mes chiffres viennent de là. Tous mes chiffres viennent de là, les amis. En 2023, pour vous prendre quelques exemples sur des médias qui se présentent comme indépendants mais qui reçoivent un certain nombre de subventions, vous avez par exemple Blast. Le média Blast, je le redis, je vais prendre beaucoup de pincettes, mais je suis obligé parce que je veux m'éviter au maximum les commentaires de gens qui vont essayer peut-être de tordre mes propos ou de donner à cette vidéo une couleur qu'elle n'a pas. Ça n'est pas une question de personne, ça n'est pas une question de médias, ni de qualité du travail qui est fait par ces gens-là. Il y a beaucoup de gens et de médias dont je vais vous parler aujourd'hui que j'apprécie beaucoup. Mais ce que je rappelle, j'ai le droit de le dire, et c'est pas une question justement subjective. C'est pas une question de m'en prendre à telle ou telle personne. Donc pour Blast, je trouve qu'ils font un travail très intéressant sur plein de sujets, notamment sur la Macronie. Il n'empêche que j'ai le droit de rappeler, et qu'il n'est pas faux, il n'est pas diffamatoire, il n'est pas mensonger, de dire que Blast, c'est 50 000 € de subvention en 2021, 828 787 € en 2022, 623 815 € en 2023. Alors, tout ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir fonctionner sans ces subventions. Parce que là, le problème, c'est qu'avec de tels montants de subventions, la question qui se pose, c'est de savoir si ces médias, que ce soit Blast ou d'autres, peuvent vivre sans subvention. Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes dépendant de cette perfusion financière. Ça, c'est pour Blast. Vous avez aussi Front Populaire. Vous savez, ce journal trimestriel, si je dis pas de conneries, sorti par Michel Onfray et Stéphane Simon. Retenez bien le nom de Stéphane Simon, on y reviendra. Front Populaire a reçu l'année de son lancement 628 481 € de subventions publiques. 33 656 € en 2023 et 49 091 € en 2024. Ça, c'est pour Front Populaire qui se présente là encore comme une revue alternative, machin. Les amis, petite interruption dans votre programme, vous inquiétez pas, c'est toujours votre inspecteur pangolin ascendant, chien truffier à poil doux, parce que le temps est humide en ce moment. J'en profite pour vous dire les amis que les bêtises continuent avec le spectacle Zinzin. Je m'immisce au beau milieu de ma propre vidéo pour mettre un peu de bonheur et de légèreté dans tout ça. Les prochains rendez-vous qui arrivent, ça sera le Nérac entre Aurillac et Rodez, les amis, ce sera le vendredi 12 septembre à 20h30 pour le spectacle Zinzin. Continuez à leur en mettre plein la gueule, à être ensemble et à se fendre la poire. Ensuite, ce sera Le Mans le jeudi 9 octobre 2025 à 21h à la Comédie Le Mans. Metz le 17 octobre, vendredi 17 octobre à 20h au Caméo Comedy Club. Et Strasbourg, le grand rendez-vous qui arrive, les amis, samedi 18 octobre à 20h30 à l'Iliade. Donc c'est à Illkirch, juste à côté de Strasbourg. Une grande salle de 490 places. Ça va être une fête incroyable, les amis, pour le spectacle. J'ai hâte de vous retrouver là-bas. Chers amis alsaciens, lien en description pour prendre vos places, ou sur Google, vous pouvez taper spectacle juste milieu ou billetterie juste milieu, tout ça est bien fait. Vous tombez dessus, vous prenez vos places, on se retrouve et surtout, on se marre et on se fout de leur gueule. Je vous embrasse et la vidéo continue. Stéphane Simon, je vous en parlais, donc qui est un peu un homme de médias, qui a un parcours intéressant, qui est producteur TV au départ, je vais vous montrer sa trombine si vous voulez, qui est un monsieur qui a lancé avec Michel Onfray justement Front Populaire, vous avez peut-être croisé son visage quelque part, c'est lui. On le retrouve derrière Front Populaire, on l'a retrouvé fut un temps sur Sud Radio, on va beaucoup parler de Sud Radio aujourd'hui. Stéphane Simon est aussi quelqu'un qui a tenté de lancer en 2023
une revue un média, pardon, qui s'appelle Factuel. Alors, Factuel avait été présenté à l'époque, je vais vous montrer, on peut trouver des articles, hein. Tu vois, regardez, Libération en avait parlé, bon, on s'en fout, vous pouvez regarder sur d'autres sources, hein. Factuel, nouveau média de la galaxie Stéphane Simon, marrainé par Christine Kelly, ni de droite ni de gauche, mais surtout de droite. C'est un site qui nous disait, alors ça après c'est le traitement Libération évidemment, qui nous disait des faits, des effets, ça se présentait comme un média indépendant, tu vois, t'as un peu tout, hein. Voilà, tu vois, t'as Le Monde qui en avait parlé, hein, qui te présente ça. Donc leur slogan c'était 100% original et 100% indépendant. Le site n'existe plus, donc je prends un article du Monde pour vous montrer ça. Stéphane Simon avait voulu lancer ce média 100% indépendant. C'est pour ça que je vais beaucoup vous parler des médias alternatifs, indépendants, chacun choisira son terme. La marraine de ce projet-là n'était autre que Christine Kelly, la présentatrice de CNews, vous le savez. Elle a marrainé tout ça en disant c'est super, c'est une super alternative, un super projet, c'est génial. Dans un interview pour TV Magazine du 17 avril 2023, elle avait vanté les mérites d'un projet, je cite, 100% numérique, 100% indépendant, 100% factuel. L'année de son lancement, Factuel avait reçu 50 000 € de subventions publiques reçues dès le lancement du média. Donc c'est très important. Ces fameux médias indépendants, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien vendu, on ne sait pas si ça marche, et il y a déjà 50 000 € de subventions. Donc corrélé à quoi? Corrélé à qui? On ne sait pas. Mais il y a eu des subventions pour ce Stéphane Simon, qui lance ça après le succès de Front Populaire. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui tire sur la corde, hein, qui tire sur la corde des médias alternatifs. C'est au cœur du propos que je vous propose aujourd'hui. On apprend toujours par Le Monde, dans un article du 22 avril 2024, que Christine Kelly avait signé un contrat d'image rémunéré et qu'elle avait une participation minoritaire au capital. Donc vous avez Christine Kelly, présentatrice du mainstream sur CNews, ancienne du CSA et compagnie, qui a une carrière assez marquée et très, très impressionnante dans le monde des médias mainstream, qui met des billes dans les médias alternatifs, en l'occurrence Factuel. Vous allez le comprendre, c'est le fil rouge de la séquence aujourd'hui. Cet empiètement entre mainstream alternatif, comme dans une sorte de grand club échangiste, et je crois qu'il est l'heure de mettre tout ça à plat, et c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Et bien Factuel, le hasard a fait ça, le Factuel a disparu en avril 2024. Un an après son lancement, cessation de paiement, Factuel ferme ses portes, 50 000 € de subvention, merci, au revoir. Christine Kelly, curieusement, n'en a pas trop parlé de tout ça. On n'en a pas trop parlé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. En attendant, ça a été un exemple très intéressant de cette porosité entre médias mainstream qui mettent des billes dans l'alternative pour créer l'illusion de l'alternative. Je vais beaucoup vous répéter ça. En 2024, je vous parlais toujours des chiffres du ministère de la Culture concernant les subventions publiques qui ont été données aux médias, quels qu'ils soient, d'ailleurs mainstream comme alternatif et compagnie. C'est cette page-là. Vous avez tout en source, une fois de plus, si vous voulez regarder, les amis. On note quelques subventions intéressantes sur les chiffres de 2024, qui sont les derniers disponibles, parce qu'on est en 2025 au moment où je vous parle. QG Média, le média d'Aude Lancelin, a reçu 28 513 €. Basta Média, là encore côté plutôt gauche, 20 180 € pour l'année 2024. Le Bondi Blog, dont on parle beaucoup, 10 571 €. Boulevard Voltaire, 56 758 €. Causeur, 31 670 €. L'Incorrect, dont on a beaucoup parlé avec l'affaire Patrick Cohen, 12 967 €. Qu'on soit bien d'accord, les amis, je vous donne ces chiffres de manière factuelle. Il ne s'agit pas de dire « ils ont de l'argent public, donc forcément ils sont soumis au pouvoir ». C'est pas ça. Pour moi, la seule question qui vaille, c'est de savoir si, sans cet argent, ces médias-là qui se prétendent indépendants sont capables de vivre financièrement. Sinon, vous n'êtes pas indépendant. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a un cas particulier dans les chiffres 2024, pour vous dire, c'est celui de Valeurs Actuelles, qui fait beaucoup de une, tu sais, avec Zemmour, Knafo, sur le discours de la réduction des dépenses, en disant « Mon Dieu, on dépense trop l'argent des Français ». Valeurs Actuelles, c'est un tout petit peu moins de 500 000 € reçus en 2024. Donc apparemment, l'argent des Français est mal utilisé, mais ça dépend. Ça dépend quand. Donc, ça, c'est pour les chiffres 2024, les amis, où je pars du principe, parce que cette séquence, il faut aussi marquer certains arguments et être très clair sur certaines positions. En l'occurrence, ma position, c'est de dire, si vous recevez des subventions publiques, pour moi, vous n'êtes pas indépendant. En tout cas, pour des structures assez petites, je ne vois pas comment c'est possible, avec de telles sommes, de vivre sans. Ça, c'est pour la première chose. On est toujours dans la première grande partie que je voulais vous proposer, les amis, de l'existant. C'est ce qui se passe actuellement dans les médias dits alternatifs.
Aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle étape. Celle des paroles alternatives qui sont attirées par le mainstream. J'ai toute une liste que je vais vous présenter. J'insiste très lourdement, et je suis désolé les amis pour les gens qui vont dire « Mais Rémi, tu prends trop de pincettes, ça sert à rien ». J'insiste parce que je veux faire une vidéo constructive, sujette au débat les amis, je veux faire une vidéo qui crée la réflexion et je veux pas, enfin j'aimerais qu'il y ait le minimum de commentaires. Ah ben Rémi tu fais ça pour défendre un tel ou un tel. Si vous connaissez Juste Milieu, si vous connaissez ma démarche, vous allez comprendre que ça n'est pas ça, ça n'est pas de taper sur tel ou tel camp, c'est juste de vous partager une inquiétude vis-à-vis de la situation de 2027 qui arrive sur le paysage médiatico-politique et qui est en train de nous baiser la gueule, peut-être d'une manière encore plus surprenante, encore pire que celle du Covid-19. Et vraiment, je pèse mes mots, et c'est tout ce que je veux essayer de vous démontrer aujourd'hui. Donc, pour continuer, les amis, sur cette nouvelle étape, ces paroles alternatives qui sont attirées par le mainstream, de quoi contribuer, en fait, à créer cette porosité, comme je vous parlais tout à l'heure, cette confusion entre la parole mainstream et alternative. J'ai plusieurs exemples, dont certains qui m'ont vraiment énervé, qui m'ont bandé, comme on dit dans le Sud. Par exemple, on sait que, et là encore c'est un constat factuel, il n'y a pas de jugement moral, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal, quelqu'un comme Florian Philippot est un habitué de CNews par exemple, notamment l'heure des pros, ça c'était le 11 septembre dernier. Il y a une motion de destitution qui arrive au Parlement, article 68 de la Constitution, mardi prochain. On s'en fiche, ça, les filles. Ce seraient les Martiens qui la déposeraient, qu'il faudrait la voter quand même. Voilà, Florian Philippot, que l'on voit assez régulièrement chez Pascal, assez régulièrement, faut pas exagérer, moins que d'autres, mais que l'on voit de temps à autre sur CNews, même chez Hanouna également. Ça, c'est pour Florian Philippot. Plus récemment, on a eu un phénomène intéressant. Alors, je vous les ai pas mis dans l'ordre chronologique, hein, mais ça démontre un petit peu la même chose. On a eu le cas de quelqu'un que j'aime bien, plus que je suivais sur Twitter avec plaisir. Vous connaissez peut-être John de Lorraine. C'est un compte Twitter qui relaie beaucoup de choses, qui est très intéressant comme personnage. Et j'ai eu la surprise, c'était à la fin du mois d'août 2025, le 28 août notamment, la séquence que je vais vous montrer. J'ai eu la surprise de le voir dans l'émission de Christine Kelly sur CNews, regardez, donner son avis sur des sujets d'actualité. En prenant ces dispositions, en disant la vérité et en montrant le réel en fait tous les jours, vous avez énormément de gens et vous pouvez devenir la bête noire de journalistes, de personnalités politiques. Voilà. Donc on a une parole alternative bien identifiée qui se retrouve sur le plateau de CNews. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Le problème n'est pas d'être sur CNews. Il pourrait aller sur Gulli, que je vous dirai la même chose. Il pourrait aller sur BFM TV ou LCI, que je vous dirai la même chose. Ça n'est pas une question de CNews. C'est une question de porosité entre la parole mainstream et la parole alternative. D'autres exemples, on a eu à la mi-2023 quelqu'un comme Clémence Oudiakova, là encore que j'apprécie beaucoup, donc j'insiste sur le fait que c'est pas une question de personne. On a eu Clémence Oudiakova qui était sur CNews par exemple. Du fait qu'en effet les citoyens ne se reconnaissent plus aujourd'hui et n'ont plus confiance dans leur justice, et je pense à raison. C'est qu'il y a deux solutions. Voilà, on l'a eu également au moment du lancement de Tocsin, Clémence Oudiakova qui avait pu faire la promotion de Tocsin sur CNews. Oudiakova, rédactrice en chef de Tocsin Média. C'est quoi Tocsin Média? Un nouveau média qui commence en septembre. D'abord une web radio, rendez-vous de 8h à 10h tous les jours, et ensuite une lettre du soir, et peut-être un magazine si ça fonctionne bien. Ah bah écoutez, bonne chance. Merci. Voilà, donc ces invitations, ça n'est pas ça le problème, c'est juste la porosité, j'insiste lourdement là-dessus. Ce qui m'a énervé de manière très récente, alors je vous ai pris une capture d'écran parce que j'ai pas trouvé de vidéo sur Twitter. Ce qui m'a énervé, attendez que je vous retrouve ça. Attends, où est-ce que j'ai rangé mes dossiers? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Oh putain, est-ce que j'ai pas été bon? Ah si, voilà. Je vous ai pris une capture d'écran. Hier, j'ai vu, et là encore, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, si je dis pas de conneries, une fois sur TVL, l'ami Didier Maisto, qui était invité de l'émission de Jean-Marc Morandini. Morandini Live, juste après 10h sur CNews. Voilà. Ça, par contre, c'est une forme de ligne rouge. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand on connaît les agissements d'un Jean-Marc Morandini, même pour un peu de lumière, même pour un peu de buzz, je trouve ça assez lamentable d'aller sur le plateau de Morandini. Voilà, c'est dit. Je suis pas là pour faire du copinage, je suis pas là pour me faire des copains et brosser les gens dans le sens du poil. Aller sur le plateau de Morandini en connaissance de cause, je trouve ça scandaleux. Voilà, ça c'est mon avis. Mais Didier Maisto, ça n'est pas une première, hein, ça n'est pas une première. On pouvait le trouver, par exemple, regardez, cette séquence était en 2018, ça nous rajeunit pas, déjà chez Morandini.
insignifiant, c'est de malhonnêteté. Tout à fait, parce que je vais vous dire ce qui me choque dans cette histoire. Voilà, donc on l'a déjà vu chez Morandini, y revenir le 16 septembre 2025, je trouve ça scandaleux. Voilà, je vais être très clair avec vous, il n'y a pas de formulation, je suis pas dans l'entre-soi, j'en ai absolument rien à foutre, je trouve ça absolument scandaleux. Ça, c'est pour Didier Maisto, que l'on retrouve, donc parole alternative, que l'on retrouve, qui plus est, chez Morandini, coup double. On a évidemment le cas de Frontière. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais dans cette vidéo, je veux tout poser à plat. Comme ça, on sera d'accord. Et vous pourrez garder cette vidéo. Elle sera disponible sur YouTube. Je ne la supprimerai jamais, sauf si je suis attaqué en diffamation, et ça avec grand plaisir. Cette vidéo, je ne la poserai jamais. C'est un jalon. C'est un jalon que je veux poser sur la chaîne YouTube Juste Milieu. Et vous pourrez me juger à la lumière de cette vidéo pendant toutes les années qui arrivent là. Parce que j'ai envie de mettre les choses à plat. Je vous parlais de la grande clarification. On est là-dessus. Vous avez le cas de Frontière, qui est peut-être le cas le plus symbolique du glissement que nous vivons aujourd'hui entre mainstream et alternatif. Donc, pour vous faire la petite chronologie, le média Frontière, qui est un média qu'on rangerait à l'extrême droite si on en croit l'échiquier actuel, est né sur les cendres de Livre Noir, rappelez-vous, média supposément alternatif lancé sur YouTube et compagnie, qui avait pour objectif au départ d'accompagner le lancement de la campagne d'Éric Zemmour en 2022. Donc vous avez un équipage qui a été mis en place avec un biais politique clair, et c'est pas du tout problématique, accompagner la candidature de Zemmour. Donc un média pro-Zemmour qui s'est lancé rapidement avec de solides moyens. Bon, Zemmour n'a pas gagné la campagne. Livre Noir, apparemment, il y a eu des bisbilles entre les fondateurs, notamment Éric Tegner, qui était déjà dans un trio de fondateurs. Il y a eu des histoires de pognon, je crois qu'il y a peut-être même une procédure judiciaire en cours. Et Frontière est né sur les cendres de Livre Noir. Frontière créé par Éric Tegner, qui est le fondateur. Vous avez sûrement déjà vu son museau, je vais vous montrer. Éric Tegner, qui est un personnage qui gravite dans ces sphères politiques depuis quelques années. C'est lui, de toute façon, on le voit de partout maintenant. Ici, là, à gauche, voilà, c'est lui. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. En plus, félicitations. Donc, Éric Tegner nous a créé Frontière il y a environ 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est très intéressant avec Frontière, c'est sa structuration financière, parce que on nous parle d'un média indépendant qui ose dire des vrais trucs sur YouTube et compagnie. Quand on creuse un petit peu, et je tiens les sources à votre disposition évidemment, on se rend compte que Frontière est détenu à 20%, d'après les propos d'Éric Tegner lui-même, dans un interview pour Télérama, si je ne dis pas de bêtises. Éric Tegner a expliqué que Frontière était détenu à 20% par un député qui s'appelle Géraud Verny, qui est député donc du groupe d'Éric Ciotti, affilié RN. Donc vous avez un député français qui détient 20% d'un média dit alternatif, et ça dérange personne. Ça, c'est pour le conflit d'intérêts, parce que ça s'appelle comme ça. Et j'insiste, si ça avait été un média de gauche ou d'extrême droite, je vous aurais dit la même chose. Ensuite, on a une levée de fonds qui a été organisée par Frontière en Grande-Bretagne, à travers un organisme britannique, organisme qui permet à des investisseurs de mettre du pognon dans des projets en toute obscurité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les investisseurs de Frontière aujourd'hui, parce que, on va dire, cette plateforme de levée de fonds fait un petit peu écran et permet de garder secrète l'identité des investisseurs. Donc on ne sait pas. On ne sait même pas quel est le montant réel du capital de Frontière. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2 ans, vous avez un média supposément alternatif, supposément indépendant, qui a déversé des moyens colossaux pour réaliser des documentaires, créer une plateforme vidéo, aujourd'hui une web radio. Alors ils ont quand même fait une cagnotte de 100 000 balles pour créer la web radio. Et Éric Tegner, qui trouvait ça très malin, de se filmer dans les travaux en invitant les gens à faire des dons, alors que la cagnotte n'était pas finie. Donc je ne sais pas comment vous lancez des travaux avec un argent que vous n'avez pas. Avec de l'argent que vous n'avez pas. Donc ça, c'est pour Frontière, sur l'aspect structuration financière. À ma connaissance, pas de subvention publique dans les chiffres 2024. Mais on reviendra tout à l'heure sur la question financement public, financement privé. Et aussi, ce qui est surprenant avec Frontière, c'est l'impunité médiatique dont profite Éric Tegner, parce que ce monsieur est actuellement poursuivi pour harcèlement et agression sexuelle. D'anciens employés de Frontière ont porté plainte contre lui. Évidemment, la justice va faire son travail, évidemment, donc il y a présomption d'innocence, c'est très important de le rappeler, mais je considère que quand on est une personnalité publique et qu'on attente à votre honneur de cette manière-là,
parce que je suppose que c'est faux. Évidemment, je ne mettrai pas en doute le personnage d'Éric Tegner, qui passe sa journée à dénoncer la racaille en France et qui eût pu se comporter comme une racaille. Je suppose qu'évidemment, il est innocent, donc je m'étonne de ne pas voir de plainte en diffamation. Donc la procédure est toujours en cours, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Ça, c'est pour Frontières. Alors, ce qui est très intéressant, je reviens sur mon terme de porosité, vous avez une porosité marquée, depuis maintenant quelques semaines, entre Europe 1, CNews, donc les médias du groupe Bolloré, et Frontières. Aujourd'hui, Éric Tegner est un chroniqueur régulier de Europe 1 chez Christine Kelly. Cette même Christine Kelly, d'ailleurs, concernant les aveux d'Éric Tegner, qui, à l'issue de la mort de M. Kirk, Éric Tegner a dit, le lendemain ça tombait bien, il a dit qu'en fait, il était menacé par un fiché S qui était en liberté. Apparemment, voilà, il trouvait que c'était de bon ton de le dire ce jour-là. Alors, on l'a vu s'effondrer en larmes, on l'a vu être très ému à l'antenne. Et effectivement, c'est émouvant parce que on ne doit pas attenter à la santé de quiconque, donc soutien à Éric Tegner, évidemment. Et Christine Kelly a parlé de mon héros. Elle a dit « Bravo, mon héros ». Bravo, mon héros. Voilà, toute objectivité journalistique. Donc, on a cet Éric Tegner que l'on retrouve un petit peu de partout. Je crois que c'est quotidiennement, d'ailleurs, sur le plateau d'Europe 1 chez Christine Kelly. Donc, un représentant de médias alternatifs supposément indépendants, média qui n'est pas indépendant et qui est encore moins alternatif, d'où la présence de son patron dans le mainstream. Et on a eu par exemple aussi, pour vous dire jusqu'où va cette porosité, Jordan Florentin, initialement Jordan Darocha, qui a changé son nom parce qu'on a l'extrême droite, qui était chez Magali Berda sur Sud Radio il y a quelques jours pour un interview. Et a installé un racisme d'atmosphère et donc qui provoque la guerre civile. Et ça, c'est un permis de tuer ce que vous faites. C'est insupportable que vous continuez comme ça à mettre des cibles dans le dos des gens. C'est nous. Voilà, donc Jordan Florentin, journaliste de Frontières, que l'on retrouve chez Magali Berda, parce que oui, Magali Berda, la papesse de la presse des influenceurs à 2 balles, la papesse des influenceurs, anime aujourd'hui une émission d'actualité sur Sud Radio. Voilà, pourquoi pas. Et Jordan Florentin était là-bas, encore un bel exemple de distanciation médias mainstream, médias alternatifs. Donc, et j'insiste là-dessus, je n'ai aucune preuve que Bolloré ou Sterrin est investi dans Frontières. J'en ai aucune preuve et j'appelle à la transparence. Évidemment, j'appelle à la transparence. Ça, j'y reviendrai à la fin de la séquence, les amis. J'appelle à la transparence de tous les médias alternatifs, d'être honnête vis-à-vis des gens qui nous suivent et de dire qui est derrière chacun d'entre nous. Ah, ça fera du bien à tout le monde. Donc, voilà un petit peu, les amis, sur l'existant. L'existence que je voulais vous dire, factuellement, ce que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire ces médias supposément indépendants qui reçoivent des subventions niveau 1, et ces médias supposément indépendants et alternatifs qui se rapprochent de plus en plus de la parole mainstream pour du buzz, pour de l'audience et je ne sais quoi. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, sur cette confusion entre mainstream et alternatif, parce que cette confusion, elle est au cœur de mes craintes. Elle est au cœur de mes craintes par rapport à ce qui approche pour 2027. Et on ne peut plus faire semblant. Parce que, soyons clairs, ce que je vais vous dire là, je considère que j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire parce que c'est factuel, parce que ça n'est pas un jugement moral. Je ne suis pas en train de vous dire que machin est bien, machin est pas bien. J'ai le droit de le dire parce que tous les médias alternatifs, on passe nos journées à regarder les parcours des uns et des autres, à dire qui est bien, qui est pas bien, qui a fait quelque chose dans sa carrière, qui ne l'a pas fait. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de le faire concernant des gens jugés alternatifs et ou dissidents. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit, à moins qu'il n'existe une omerta dans le monde alternatif et que nous prétendons tous les jours pouvoir dire ce qu'on veut et qu'apparemment, on n'a pas le droit. Voilà, non. Je crois qu'on a le droit, et j'insiste sur le fait que ça n'est pas grave, c'est factuel. Et il est important que tout le monde ait les informations. Cet entrisme entre mainstream et alternatif, c'est-à-dire cette présence de personnalités mainstream dans le monde alternatif et vice-versa, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il faut voir, par exemple, la personnalité de quelqu'un comme André Berkoff, que j'apprécie, qui a fait un travail extraordinaire en donnant la parole à des gens qui ne l'avaient pas au moment du Covid et sur d'autres périodes. André Berkoff, on ne peut pas ignorer son parcours, qui est quelqu'un qui a navigué dans plusieurs eaux politiques. On parle de quelqu'un qui a été au centre d'une drôle d'affaire, et d'ailleurs c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Jacques Attali lui-même. Écoutez, l'affaire Caton, vous en avez peut-être entendu parler, écoutons ce que nous dit Jacques Attali sur cette affaire-là. L'affaire Caton, c'est quand même drôle ce coup politique. Oui, enfin, je l'ai raconté pour la première fois, mais je ne l'ai jamais raconté vraiment.
il y avait eu un jour une situation vraiment très pénible où la France était... François Mitterrand était très impopulaire et il me dit... C'était en 83. 83, oui, c'était au sommet d'Athènes, je me souviens. Il me dit, votre ami Berkoff, que François Mitterrand avait déjà rencontré chez moi, il avait écrit un livre qui avait énormément de succès sous le pseudonyme de Philippe de Comines, où il racontait les 180 jours de Mitterrand avant l'élection de 80. Il pourrait faire un autre livre comme ça serait bien. Et je dis à André, tu pourrais refaire un Philippe de Comines. Pour mettre des bâtons dans les roues de la droite. Non, c'était l'idée, attendez, c'était l'idée de faire un livre comme quelqu'un de gauche, qui parlait contre la droite, dans l'esprit de ce que j'ai dit à André. Et c'est André Berkoff qui a eu l'idée de le faire à l'envers, c'est-à-dire de faire un livre d'un homme de droite, amer contre cette droite idiote qui n'arrive pas à répondre à la gauche, qui était une idée très subtile. Et François Hollande s'est prêté au jeu. Alors, en fait, c'est André qui a écrit le livre, et il a fallu faire en sorte d'aider André à écrire ce livre, et donc un collaborateur de l'époque, extrêmement brillant, a passé quelques documents à André Berkoff pour écrire ce livre. Voilà. Ça s'est pas arrêté là, on l'a Voilà, vu. donc vous avez André Berkoff qui s'est retrouvé, c'est plutôt connu cette affaire Caton, au centre d'une manipulation politique mise en œuvre par Mitterrand et Attali dans les années 80. Donc vous avez quelqu'un qui vient du milieu mainstream et qui a été, on va dire, la marionnette de Jacques Attali et Mitterrand. C'est factuel. Ça ne m'empêche pas d'apprécier André Berkoff, mais je pense qu'il faut mettre le sujet sur la table et de toute façon, il n'y a aucun secret là-dessus. André Berkoff lui-même en avait parlé chez Greg Tabibian dans une vidéo, il n'y a aucun problème là-dessus. André Berkoff lui-même, d'ailleurs on en parlait de Magali Berda il y a quelques instants, qui a eu un comportement assez curieux, c'est qu'à la nomination de Magali Berda sur Sud Radio, André Berkoff avait écrit « Magali Berda, la honte, une promotion pour quelqu'un qui devrait être en tôle. L'escroquerie donne des carrières. Si on a un casier vierge, on a aussi le droit de retravailler. » Les internautes scandalisés par son arrivée sur Sud Radio, il avait partagé cette note qui apparemment a été supprimée. A été supprimée de son compte. On n'a pas eu de commentaire d'André Berkoff sur Magali Berda qui arrive sur Sud Radio. À titre personnel, je trouve ça assez scandaleux, mais bon, pourquoi pas. Dans les personnalités du monde alternatif qui ont eu des parcours du côté du mainstream, on a quelqu'un comme Alexis Poulain, là encore, que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer. On a fait ensemble les Alertes Générales et compagnie. Factuellement, Alexis Poulain est quelqu'un qui a navigué entre plein de médias mainstream et malheureusement, tout ça s'est arrêté. Il a subi de plein fouet, notamment la fermeture de RT France. Évidemment, qui a été un scandale, une atteinte à la liberté d'expression extraordinaire. Et Alexis Poulain incarne aussi cette figure des journalistes mainstream qui, pour défendre la liberté d'expression et le droit de faire du vrai journalisme, sont allés vers l'alternatif. Donc, quand je vous dis qu'on passe du mainstream à l'alternatif, ça n'est pas nécessairement négatif. Après, ça regarde les intentions de chacun, et chacun aura son avis là-dessus, vous et moi. Moi, à titre personnel, je considère que certains journalistes mainstream ont démontré qu'ils ont voulu défendre leur liberté d'expression et leur conception du journalisme en allant sur l'alternatif. Donc, sur Alexis Poulain, on pouvait le retrouver sur France 24, sur Arte, il avait un blog sur le Huffington Post, il a été chroniqueur pour Le Média, le média proche de LFI qui a été lancé au début, avant de l'abandonner quelques mois plus tard, ensuite viré de RT France, et plus récemment, Alexis Poulain, apparemment, de ce que j'ai compris, s'est fait déloger de sa case horaire sur Sud Radio par Alexandre Jardin, et là, curieusement, on n'a pas entendu de scandale à la liberté d'expression. Je ne sais pas pourquoi. Alexandre Jardin prend la place d'Alexis Poulain. On n'a pas eu de scandale. Peut-être qu'il y a eu des tractations ou des éléments que je n'ai pas. Mais en tout cas, Alexis Poulain, sauf erreur, n'est plus sur Sud Radio non plus. Mais cet ancrage dans le mainstream, il est factuel. On en a d'autres. On parlait de Didier Maisto tout à l'heure, ancien patron de Sud Radio. Éric Morillo, qui était animateur sur CNews et Sud Radio. Voilà, ça, c'est du factuel. C'est du factuel. Après, libre à chacun d'en tirer des conclusions et de faire un jugement moral. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'il est important de faire ce travail parce que j'en ai marre, en vérité, de subir une sorte presque d'omerta. C'est-à-dire que parce qu'on est censé être dans le même camp, on n'a pas le droit d'être factuel. Parce que ce serait mal vu, ce serait tiré contre son camp et tout ça. Moi, je considère qu'il n'y a pas de camp, dont acte. Plus récemment, on peut parler, sur l'aspect plutôt gauche, de quelqu'un comme Clément Viktorovitch, qui a commencé donc prof de rhétorique à l'école de guerre et compagnie, là aussi très sympathique. Clément Viktorovitch, qui a été chroniqueur sur CNews chez Pascal Praud, et qui aujourd'hui fait du Twitch avec un succès incroyable, parce qu'il est très intéressant en plus. Clément Viktorovitch, qui est passé du mainstream aux alternatifs. Lui aussi incarne ce glissement d'une certaine manière. Alors,
je le redis, tout ça n'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. Et je trouve ça même plutôt positif parce qu'on peut démontrer qu'on vient du mainstream, on défend sa conception du journalisme, on va vers l'alternatif. Peut-être qu'il est aussi possible de considérer qu'il y a une forme de pantouflage et qu'on va là où le vent nous mène. Chacun aura son interprétation là-dessus. En revanche, tout s'accélère. Tout s'accélère et c'est précisément ça qui m'inquiète aujourd'hui, les amis. Tout s'accélère parce que les exemples dont je vous parle sont des exemples finalement assez récents. Et on a eu, avec le cas de Frontières par exemple, on a eu une accélération claire de médias supposément alternatifs qui ont explosé en fait. En 2 ans, passer les 400 000 abonnés, c'est considérable. Avec des moyens assez importants, c'est considérable. Donc, tout s'accélère et pour mettre les pieds dans le plat, pour moi, l'objectif est clair. Il est d'éteindre la parole alternative. Et c'est là-dessus qu'il va falloir réfléchir. C'est là-dessus que je vais vous proposer quelques éléments de réflexion, les amis, parce que ce passage qui semble anecdotique de certaines paroles alternatives qui vont vers le mainstream, ça peut sembler anecdotique. On peut dire, bon, bah, si c'est une fois de temps en temps, après tout, les gens ont des carrières, ils ont le droit d'aller d'un côté à l'autre. Ok, pas de problème. Mais ça s'est accéléré récemment. On parlait de John de Lorraine, Didier Maisto qui retourne chez Morandini en connaissance de cause. La question fondamentale qui se pose en voyant ça, c'est de se demander à quoi sert désormais la parole alternative si elle a besoin du mainstream pour exister. Parce que, à ce que je vous dis, le contre-argument, et qui s'entend tout à fait, c'est de dire « Mais oui, mais Rémi, c'est bien qu'il y ait de la parole alternative sur les mainstreams, ça donne de l'ampleur. » Sauf que dans ce cas-là, il n'y a plus de parole alternative. Si la parole alternative a besoin du mainstream pour être, entre guillemets, entendue, amplifiée et validée, dans ce cas-là, il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus de parole alternative. Pour être très clair, moi je pense qu'il y a une frontière, sans mauvais jeu de mots, qui doit être respectée. Et que si on passe de l'un à l'autre, ça veut dire que l'un n'existe plus. Et dans ce duel entre mainstream et alternatif, ça ne sont pas les médias alternatifs qui vont gagner. Donc, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que tout ça s'accélère avec une ambition politique qui est claire, qui est celle de 2027. Ça n'est pas un hasard. Alors là encore, on pourrait contre-argumenter en disant « Oui, mais ça a toujours été comme ça. » Non. La parole alternative sur YouTube n'avait pas autant de poids déjà en 2022. En tout cas, la parole alternative qui sert un discours politique alternatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes YouTube qui sont claires sur le soutien à Zemmour, à CNAFO, au RN, à certains partis. Donc, le système médiatico-politique en place a besoin d'aller contrecarrer une parole dissidente qui peut le renverser, qui peut renverser ce système. D'où l'accélération. Et ça, c'est mon avis, une fois de plus, les amis, c'est que mon regard parfaitement subjectif, ouvert à la contradiction et au débat. Donc, ce que je veux vous dire là-dessus, et peut-être le plus symbolique, c'est le cas CNews. Parce que, et j'entends tout à fait, on me dit quand je parle de ça, quand j'explique que pour moi c'est dangereux de voir des paroles alternatives qui vont dans les médias mainstream, et aujourd'hui forcément c'est CNews en premier lieu, BFM TV, LCI le font moins, il faut le reconnaître. On me dit oui mais c'est bien, ça veut dire qu'au moins sur CNews on peut tout dire. Et dans ce cas-là, je pense que, en tout cas j'émets un doute. J'émets un doute parce que justifier la présence de paroles alternatives aujourd'hui sur CNews en disant c'est la preuve qu'on peut tout dire sur CNews, j'émets un gros doute parce que voici ce que disait Christine Kelly il y a à peine un peu plus d'1 an, c'était sur le plateau d'Éric Morillo. Vous êtes tout à fait libre dans votre travail, Christine Kelly, ou est-ce que vous avez dû faire, on va dire un jour, l'objet de pression? Comment ça se passe? Vous avez dû vous auto-censurer déjà à cause de pression ou pas? Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis, oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez? Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... Non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Voilà, donc ce que nous dit CNews, ce que nous dit Christine Kelly, ce que nous dit Christine Kelly dans cette séquence, et bravo à Éric Morillo pour l'interview, qui est très bien d'ailleurs, ce que nous dit Christine Kelly, c'est qu'elle assume clairement que non, on ne peut pas tout dire sur CNews, et en l'occurrence sur les vaccins. Donc, aujourd'hui, peut-être on peut
supposer que sur la question israélienne, c'est la même chose. Donc, l'argument de dire « si on entend des paroles alternatives sur CNews, c'est la preuve qu'on peut tout dire sur CNews », dont acte, je ne crois pas. Là encore, c'est ouvert au débat, à la contradiction. Je ne crois pas que ce soit vrai. Si pendant le Covid, on ne pouvait pas tout dire sur CNews, je ne vois pas comment, par magie, un an après, on pourrait. Donc à partir de là, j'essaie à titre individuel, et chacun fera ce qu'il veut là-dessus, j'essaie de ne pas me tromper. CNews actuellement, et d'autres le feront peut-être déjà, et d'autres le feront, il n'y a aucun problème, hein, évidemment. C'est pas une attaque contre CNews. Aujourd'hui, le discours extrême droite, que ce soit dans les médias ou en politique française, prend de plus en plus de place, donc je parle de ce qui prend de plus en plus de place. Le jour où BFM TV le fait, je vous tiendrai la même analyse, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, j'essaie de vous le démontrer. Non, on ne pouvait pas tout dire sur CNews, donc je vois pas pourquoi on pourrait aujourd'hui. Je pense que c'est plus malsain que ça. C'est plus cynique. CNews se sert de la parole alternative justement pour se donner le beau rôle. Pour renverser son image en disant « chez CNews, on peut tout dire, donc nous sommes crédibles ». Ce qui est paradoxal, parce que CNews reçoit des paroles alternatives qui passent leur journée à critiquer le système médiatique français qui est vérolé, qui est pourri de l'intérieur, qui est financé par des milliardaires, qui défendent leur propre idéologie, et tout à coup, CNews deviendrait l'endroit où on peut tout dire et où il n'y a pas ces problèmes-là. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Parce que Bolloré, qu'on l'apprécie ou pas, et j'y reviendrai tout à l'heure, n'est pas devenu un philanthrope du jour au lendemain. Bolloré est toujours là pour défendre une idéologie bien précise et pour défendre ses intérêts. Donc, je ne vois pas pourquoi tous les médias seraient pourris, sauf CNews, parce qu'ils ont reçu des voix alternatives. C'est plutôt ce renversement qui me semble dangereux, c'est de donner l'impression que CNews est alternatif. Mais c'est pas ça. Le renversement se fait dans l'autre sens. Ce sont les paroles alternatives qui deviennent mainstream. C'est ce que je vous dis. Si demain, une voix alternative va sur CNews, pourquoi se faire chier à aller sur YouTube ou Odyssée ou je ne sais quelle plateforme à chercher des paroles dissidentes? Si elles sont accessibles sur CNews, pourquoi s'emmerder? C'est plus facile de regarder CNews. Donc c'est ça qui m'inquiète. Ne nous trompons pas, ça n'est pas le mainstream qui devient alternatif, c'est l'alternative qui devient mainstream. Donc, continuons à creuser un petit peu, les amis, dans l'analyse que je voulais vous proposer. Là encore, une analyse subjective qui appelle au débat. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je sentais presque que j'avais besoin de vous dire tout ça, les amis, parce que ces sujets-là me traînent dans la tête depuis quelques mois maintenant. Ça me pèse un peu, donc je voulais être transparent avec vous et mettre tout ça à plat dans une séquence un peu longue, pardonnez-moi pour la longueur, mais au moins, voilà, je veux véritablement vous proposer tout ça et on débattra ensuite avec grand plaisir. Donc, j'insiste, hein, c'est pas une question de personne, c'est pas une question de discours. Je crois qu'aujourd'hui, un renversement généralisé est en train de se mettre en place pour maintenir ce système médiatico-politique. Ils ont bien compris que le terrain alternatif était en train de devenir l'enjeu numéro 1. Il y a de plus en plus de gens, et c'est ce qui montre tout le succès des médias alternatifs. Donc c'est bien, c'est positif au départ. Notre système médiatico-politique a compris que de plus en plus de Français veulent avoir accès à une parole dissidente. Autrement dit, ils en ont plein le cul de BFM TV, Christophe Barbier, LCI et compagnie. Et aujourd'hui, avec YouTube, avec TikTok, avec Instagram, il n'a jamais été aussi facile d'être exposé à une parole autre que celle du système. Donc, forcément, ce système médiatico-politique l'a bien compris. Leur question, c'est comment on fait pour garder la main sans montrer aux gens qu'on garde la main. Si vous voulez maîtriser la dissidence, fabriquez votre propre dissidence. Donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, j'insiste sur quels contre-arguments, les amis, quand on me dit « oui, mais il faut faire entendre les paroles alternatives ». Je vous le disais tout à l'heure, les paroles alternatives ne sont pas entendues quand elles vont sur CNews ou BFM ou LCI, qu'importe. Elles ne sont pas entendues, elles sont avalées. CNews se les approprie. Parce que on ne retient pas de CNews, on ne retient pas de la séquence quand on voit Clémence Oudiakova ou Jeanne de Lorraine ou Didier Maisto, je ne sais qui. On ne retient pas leur nom. On retient le fait que sur CNews, ces gens-là puissent tenir leurs propos. On retient à la rigueur leurs propos, mais on ne retient pas leur nom. Ça devient des chroniqueurs de CNews comme les autres. Donc, pour moi, c'est une menace claire et qui en plus nuit à l'image de toute la sphère alternative. Parce que si on va aussi facilement dans ces médias mainstream que l'on critique tous les jours, ça veut dire que, comme on dit en Suisse, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Pourquoi on passe nos journées à les critiquer si c'est pour aller faire les beaux sur leur plateau?
Ça veut dire que, au bout du compte, il n'y a pas tant de matière à les critiquer, si on y va. Donc, ça, c'est pour le premier argument. Pour le deuxième, et que j'entends, j'essaie de répondre aussi à quelques contre-arguments, les amis, quand on peut dire, oui, mais au moins, avec CNews, c'est aussi le cas d'ailleurs de BFM TV ou encore LCI, on peut dire, oui, mais au moins, c'est pas fait avec de l'argent public. Et ça, j'entends cet argument, mais évidemment, je suis pas vraiment d'accord, dans la mesure où, si on regarde le paysage médiatique aujourd'hui, on a en gros les médias de gauche qui sont financés par l'État, c'est-à-dire le service public, toutes ces conneries, et les médias de droite qui sont financés par de l'argent privé. Alors, on peut se livrer une guéguerre de dire c'est mieux l'argent privé, c'est mieux l'argent public, c'est la propagande publique, on peut se livrer à ce débat, et je suis prêt à discuter avec tout le monde. Mais en attendant, tout le monde bouffe de la merde. En attendant, c'est propagande à tous les étages. Parce que argent public ou argent privé, c'est une guerre idéologique qui se livre dans les médias. Gramsci parlait d'hégémonie culturelle. Pour renverser un pouvoir en place, il faut d'abord renverser les cerveaux. Donc, propagande à tous les étages. Après, j'entends le fait qu'avec de l'argent public, ce soit un scandale de faire de la propagande. Après tout, pourquoi pas avoir de l'argent privé de partout? Pourquoi pas? Mais on va vers une vision néolibérale des médias, ce qui fait que à terme, vous allez avoir que des milliardaires qui défendent leur idéologie. Et vous n'êtes pas à l'abri que demain, tous les médias soient rachetés par des milliardaires qui ont quand même un délire wokiste et compagnie. Aujourd'hui, nos amis de droite sortent les trompettes parce qu'ils ont Bolloré et Sterrin qui ont de quoi mettre du pognon dans les médias. Mais si demain, vous avez que des milliardaires woke, vous aurez le même problème de la propagande woke, avec en plus le problème de milliardaires de gauche, ce qui ne règle rien en vérité. Donc, à titre personnel, je milite plutôt pour un service public véritablement encadré, pas avec une milice comme l'Arcom, un service public véritablement encadré, avec une véritable surveillance concernant les différents camps politiques, la présence de chaque idée et compagnie. On en a déjà parlé il y a quelques jours, c'est-à-dire l'Arcom qui fait vraiment son boulot, qui vérifie que toutes les idées sont exposées dans le service public. Mais pour moi, le problème, c'est pas une question d'argent public qui irrigue les médias, c'est que c'est mal fait de manière mafieuse pour défendre une idée plus que les autres. Mais on peut faire de très bons médias publics, si on fait respecter la loi et qu'on l'applique sérieusement. Voilà un peu pour ma position là-dessus. Ensuite, si on continue un petit peu à creuser concernant les milliardaires comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Sterrin, qui aujourd'hui mettent du pognon dans les médias dits de droite, on peut se poser là encore la question de dire mais après tout, c'est peut-être bien que Bolloré mette du pognon dans les médias. Si les Français pensent ça, bah c'est bien. Ils défendent ce que pensent les Français en majorité. Donc dans ce cas-là, il y a peut-être des bons milliardaires qui investissent bien dans les médias. Ce qui renverse tout ce qui est dit depuis des décennies. Ça fait des décennies qu'on explique qu'il est dangereux que des milliardaires s'approprient et privatisent l'information pour défendre une idéologie. Et là, tout à coup, c'est dire à quel point la propagande marche bien, là, ça devient positif. C'est-à-dire, ces milliardaires ont toujours investi pour imposer un discours dominant leur permettant de se maintenir et de protéger leurs intérêts. Et là, tout à coup, ce serait différent. Tout à coup, avec Bolloré et Sterrin, ce serait bien. Alors, Bolloré, il faut quand même rappeler certaines choses. C'est un milliardaire qui ne défend que ses intérêts. Quelques faits d'armes de son parcours. En 2007, c'est lui qui prêtait son yacht à Sarkozy, rappelez-vous. En septembre 2013, il vote pour Hidalgo à Paris, dans un contexte où l'une des entreprises Bolloré va signer les contrats avec Autolib, les voitures en libre service à Paris. Donc ce mec-là a voté Hidalgo quand même. En 2021, il rencontre la totalité des prétendants de droite à la présidentielle. Et 2024, il se range derrière Zemmour. Donc, moi, je veux bien que Vincent Bolloré défende les idées des Français et fait ce que veulent les Français. Mais il a quand même pas mal changé de camp. Bolloré est allé jusqu'à soutenir Hidalgo, quand même. Donc, et pour des intérêts de business. Donc, peut-être, là encore, je le laisse ouvert au débat, les amis. Mais je peine à croire que Bolloré soit devenu du jour au lendemain un philanthrope. Et je pense qu'un philanthrope, passer un certain nombre de zéros derrière le 1, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez toujours quelqu'un qui va être là pour défendre ses intérêts, et presque on peut le comprendre. Et d'ailleurs, petit argument là encore là-dessus, je rappelle que Vincent Bolloré ne détient pas des médias depuis avant-hier, et que
Au moment où on a fabriqué le candidat Macron entre 2016 et 2017, où ils ont mis en place le Playmobil Macron, la propagande concernant le détournement de mineurs dont avait été victime Emmanuel Macron, c'est intéressant, mais les médias Bolloré ont participé à ce storytelling. À ce moment-là, on n'a pas entendu Bolloré monter au créneau en disant « c'est n'importe quoi ce système ». Donc rappelez-vous quand même que aujourd'hui, on est censé applaudir Vincent Bolloré qui a contribué à nos problèmes actuels. C'est un rappel qui me semble quand même important. Si on veut applaudir les médias Bolloré, hier, il a favorisé la candidature Macron. Et il a contribué à mentir à des dizaines de millions de Français avec le storytelling. Il faut quand même le rappeler. Donc ça, c'est pour Bolloré. Aujourd'hui, sur Sterrin, donc un autre milliardaire, présenté de manière idiote comme extrême droite, catholique, conservateur, je sais pas quoi, vous avez quand même, et pour justifier ce que je vous dis là, ce glissement entre médias... cet intérêt du système médiatico-politique pour les médias alternatifs, Pierre-Édouard Sterrin en est le symbole. C'est-à-dire que vous avez un milliardaire qui a du pognon. Qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il achète des médias alternatifs. Pierre-Édouard Sterrin a racheté le compte Twitter Serfia, suivi par des centaines de milliers de gens. Il a mis du pognon dans Néo, dans l'Incorrect, dans Le Crayon. Il a mis du pognon dans plein de médias alternatifs. Donc, ce que je vous dis concernant ce combat qui est en train de se mettre en place et cet intérêt du système médiatico-politique qui, pour se maintenir, a besoin d'aller chercher les médias alternatifs et de fabriquer des médias mainstream qui ne disent pas leur nom, Pierre-Édouard Sterrin le fait. Il investit là-dedans. Donc, c'est factuel, là encore. Donc, si on avance encore un petit peu, les amis... Ce que je pense aujourd'hui et ce que je redoute en vue de 2027, c'est que l'alternative est en train de devenir la norme. L'alternative politique, déjà. On explique que quelqu'un comme Bardella, est l'incarnation de l'opposition d'extrême droite. Quelqu'un comme Glucksmann serait l'opposition du Parti socialiste. Quelqu'un comme Ruffin serait l'opposition de l'extrême gauche. Quelqu'un comme Sarah Knafo serait une personne hors système qui n'a rien à voir avec ce système des élites qui se multiplie depuis des années. L'alternative est en train de devenir la norme. En vérité, ce qu'on nous vend comme l'alternative, c'est une illusion de l'alternative. Sur la scène politique, on en a déjà beaucoup parlé sur Juste Milieu, vous connaissez mon point de vue. Sur la scène médiatique, concernant ces médias alternatifs, j'ai essayé de vous démontrer pourquoi on fabrique l'illusion de l'alternative aujourd'hui. Quand vous avez des ponts qui se créent entre mainstream et alternatif, au fond, vous tuez l'alternative. Et c'est une stratégie qu'on a déjà vue dans l'histoire, et j'y reviendrai dans quelques instants. Ce que tout ça permet, c'est le maintien du système en place. Le système médiatico-politique va se maintenir avec un autre visage, avec d'autres facettes. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que ce système est en train de trouver des solutions pour se maintenir, en plus, en amplifiant les clivages. Parce que j'ai pris 250 000 pincettes, les amis, parce que, je dois vous dire quelque chose, on en a déjà parlé, les retours les plus rudes que j'ai eu à avoir dans mon travail de juste milieu depuis le début, et je vous parle même de la période du Covid et compagnie, les plus grosses vagues de merde que j'ai prises dans le museau, c'était quand j'ai parlé de Sarah Knafo, de Cyril Hanouna, de ces gens-là en fait, de ces gens supposément alternatifs. Et le pire, c'est que je le comprends. Je le comprends parce que quand vous créez une fausse alternative, vous créez le sentiment de la dissidence. C'est-à-dire la dissidence, je suis seul dans mon coin, tout le monde m'en veut parce que je viens casser le système. C'est ce qui se passe avec Sarah Knafo, avec Reconquête. Je prends mais c'est le jeu, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne me victimise pas. Je prends des commentaires négatifs, des insultes, tout ce que vous voulez, parce que les pro-Knafo, les pro-Reconquête, se pensent comme des dissidents. Donc pensent que tout le monde leur en veut pour les faire taire parce que Sarah Knafo dérange. Mais si Sarah Knafo dérange quelque chose, c'est la déontologie. C'est pas la politique française. C'est pas le système en place. Avec Hanouna, c'était pareil. Quand j'ai fait une vidéo pour expliquer que derrière on retrouvait Mimi Marchand et compagnie, je vous renvoie vers cette vidéo, j'ai plein de gens qui me sont tombés dessus en me disant mais Rémi, en fait t'as rien compris, c'est lui qui fait trembler le système. Et le pire, je vais vous dire quelque chose qui est bizarre, c'est que les gens ont raison de m'insulter. J'entends par là, alors pas de m'insulter, on peut se respecter, mais j'entends par là que l'illusion de l'alternative crée de vrais espoirs. C'est comme quand vous dites, vous êtes youtubeur et vous dites je vais aller au présidentiel. Tu crées des espoirs. Tu focalises les gens sur toi. Tu entraînes les gens dans ton mouvement. Et jouer avec l'espoir, c'est
précisément ce sur quoi repose l'illusion de l'alternative. Parce que les gens se pensent seuls, se pensent dissidents, se pensent menacés par le système en place, ils pensent qu'ils apportent des réponses, et donc tout ça, ça nourrit de l'espoir. Donc ça fabrique des meutes. Et c'est pour ça que je n'en veux pas aux gens. Parce que je comprends tout à fait. Par exemple, j'ai pris des commentaires négatifs après ma vidéo sur Trump. Et je reconnais mon erreur, mea culpa, j'ai fait une vidéo avec un titre qui était excessif. Quand j'ai dit Trump est une escroquerie. J'en ai parlé avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chris, qui se reconnaîtra et je lui fais des bisous, qui m'a écrit et qui m'a dit « Rémi, t'as merdé parce que t'oublies qu'il y a des gens qui ont de l'espoir derrière. » Et ça m'a mis une claque dans la gueule parce que c'est vrai. Et mon titre était excessif parce que, avec Trump, c'est un petit peu la même chose. Avec Trump, il y a des gens qui ont de l'espoir. Moi, à titre personnel, je pense que c'est un nouveau rouage du système. C'est mon droit de le penser. Mais j'ai été abusif, j'ai été excessif en tentant d'expliquer pourquoi j'avais raison. Donc ça m'a mis une piqûre de rappel comme quoi c'est pas bien. En tout cas, je n'aurais pas dû le faire. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui par rapport à Knafo, Hanouna et d'autres demain, c'est que je comprends tout à fait que les gens aient de l'espoir. Et que c'est pas plaisant d'entendre que, en fait, la solution qui nous donne de l'espoir, c'est peut-être un nouveau piège du système. Et je pense, alors je vous prie d'être conciliant avec moi parce que je fais un mea culpa là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont commenter cette vidéo en disant « Rémi, t'as parlé de Berkoff, t'as parlé d'Alexis Poulain, t'as parlé de machin, t'as parlé de bidule, t'as parlé de CNews. » Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des réactions peut-être un petit peu énervées. Et je le comprends, parce qu'on a de l'espoir. Et si j'avais envie de faire cette vidéo, les amis, c'est pour mettre tout ça à plat, y compris mettre les mécanismes à plat, d'expliquer pourquoi ce sentiment de la dissidence est dangereux. Il est dangereux parce qu'il crée de l'espoir. Ce que je vous dis par là, c'est pas de ne pas avoir d'espoir, c'est d'être conscient d'avoir à la fois de l'espoir et de la vigilance. Parce que l'espoir fait qu'on oublie peut-être le réel. Et quand on m'explique que Sarah Knafo, pour ne parler que d'elle, est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le système, bon, c'est une énarque. Quand on m'explique qu'André Berkoff est quelqu'un de dissident jusqu'à la moelle, c'est quelqu'un qui a été piloté par Attali et Mitterrand fut un temps. C'est pas grave, mais s'il s'agissait d'un politicien, on lui en tiendrait rigueur. Donc la vigilance dont on fait preuve sur plein de personnalités, nous en tant que médias alternatifs, cette vigilance, on l'oublie à partir du moment où on a de l'espoir. Donc là-dessus, les amis, je voulais mettre les choses à plat. Je comprends que ce que je vous dis ne soit pas plaisant. C'est ouvert au débat. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais j'essaie de vous livrer véritablement ce que j'ai sur mon cœur là-dessus. Ce que j'ai dans mon cœur même là-dessus. Donc, le pire en plus, c'est que, pour la petite parenthèse, Macron, ça a commencé comme ça. Il faut quand même se rappeler qu'au départ, Macron, le système médiatico-politique, nous le vend comme quelqu'un qui incarne le monde d'après. Rappelez-vous. Et c'est pour ça que, en plus, j'insiste lourdement là-dessus, parce qu'on a failli tomber dans le piège. Des millions de Français sont tombés dans le piège. Macron, c'était ça. Macron, c'était le nouveau qui va péter tous les codes anti-système. Banquier d'affaires chez Rothschild. Donc, Macron nous l'a vendu comme ça, les amis. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On a résisté à ces pièges. On a déjà résisté à ces pièges. Là, c'est plus dur. Là, c'est plus rude. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai que c'est plus dur parce que le système médiatico-politique a quitté le champ politique. Ils n'arrivent plus à nous vendre là, les produits pourris comme Louis Sarkozy et compagnie. C'est bon, les gens ont compris. On a gobé des personnalités politiques à la con depuis des années. Ça marche plus. Donc, comment on fait ? On y va sur les médias. Et donc, les médias alternatifs, là où il y a le plus d'espoir. Donc, on place des gens pour jouer avec l'espoir. Donc, le pire, les amis, dans tout ce que je vous dis, c'est que ce coup de génie du système, il a déjà été mis en œuvre. Il est bien connu. Ce que je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Lénine disait, la meilleure façon de contrôler l'opposition est de la diriger soi-même. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour lutter, pour faire taire la dissidence, fabriquez la vôtre. Fabriquez votre propre dissidence. Et c'est exactement ce que fait le système actuellement. De mettre sur le devant de la scène une dissidence sélectionnée pour mieux invisibiliser le reste. J'insiste une fois de plus avec des pincettes, ça n'est pas une question de personne, ça n'est pas dirigé contre les gens que j'ai évoqués ce soir, John de Lorraine, Berkoff, Clémence Oudiakova et compagnie, c'est pas ça le sujet. Je les aime beaucoup, ils font un travail super et je vous l'ai dit, il s'agit d'apprécier, d'avoir de l'espoir mais d'être vigilant. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi CNews décide tout à coup de mettre en avant ces gens. Pourquoi le système médiatique décide tout à coup de se draper dans l'alternatif.
C'est ça qui est intéressant, cette accélération en vue de 2027. Et nous sommes tous des outils, en vérité. Moi aussi, avec Juste Milieu, j'ai pas la vérité, je suis pas le meilleur du monde, loin de là. Mais soyons conscients de ça. Soyons conscients de ça. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si CNews décide d'accélérer et si plein d'autres médias mainstream décident d'accélérer là-dessus. Donc, la question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où vous entendez une parole alternative sur les médias mainstream, pourquoi aller sur YouTube ? Je vais prendre un exemple, comprenons-nous bien, qui, une fois de plus, n'est pas une question de personne, mais je vais prendre l'exemple du Covid. Il s'est passé la même chose avec le Covid. Quand on a fait venir sur les plateaux mainstream le professeur Raoult, que j'aime beaucoup, qui a eu une démarche courageuse, sérieuse pendant le Covid, qui a ouvert l'esprit à plein de gens, qui a apporté un discours particulier. Mais la technologie, la technique de manipulation sociale, de manipulation de l'opinion des médias mainstream, c'était la même. On mettait Raoult sur CNews, sur TPMP, chez Hanouna, on le mettait de partout pour que la pièce de théâtre soit complète. La parole dissidente, le complotiste anti-vax, c'était lui. Alors, anti-vax, c'était ridicule. Didier Raoult avait écrit un peu moins de 10 ans avant un livre sur le vaccin, sur l'importance du vaccin. Donc, c'était pas du tout un anti-vax. Mais au moins, la pièce de théâtre était complète. Le français moyen, je dis moyen au sens sociologique, le français moyen, pour avoir accès à un débat supposément contradictoire, avec les pro-vaccins et les anti-vaccins, c'était à peu près tout le temps les mêmes personnages qui étaient invités, dans un camp comme dans l'autre. Donc le français moyen, regardez ça, je vous parle du français qui a toutes ses neurones, qui a toute sa tête, qui est prêt à basculer, parce qu'il voit bien qu'il y a un truc qui cloche avec le Covid. Mais si vous focalisez son attention dans les médias mainstream, en proposant des débats supposément ouverts, supposément contradictoires, ce français moyen qui pourrait basculer au contact d'un discours véritablement dissident, ce français moyen ne va pas prendre la peine d'aller sur YouTube. Parce qu'il a tout dans le mainstream, il a tout. Il a l'illusion du tout. Mais on lui dit, il y a les gentils, les méchants. Bon ben, pourquoi j'irais essayer d'écouter d'autres méchants ? Parce qu'en plus, on fait comme dire que les méchants sur YouTube, ils sont vraiment très très méchants. Il y a les méchants qu'on invite, et les méchants sur YouTube, ils sont complotistes 5e dan. Donc, c'est pas une question de personne, j'insiste. Mais c'est pour bien comprendre que cette stratégie médiatique, elle est vieille en vérité. Les bolcheviks le faisaient déjà, c'est-à-dire de fabriquer une fausse dissidence. C'est l'exemple de l'opération Trust qui a été mise en place par les bolcheviks dans les années 20 pour infiltrer les milieux monarchistes, les milieux anti-bolcheviks. Ils avaient créé un faux réseau anti-soviétique justement pour piéger et identifier leurs opposants. Les Américains ont fait pareil. Avec l'opération COINTELPRO, c'était entre les années 50 et 70, vous aviez eu une infiltration des mouvements pour les droits civiques et anti-guerre. Tu crées une fausse dissidence qui s'infiltre dans la vraie et tu la minimises. La vraie dissidence, tu la minimises. Pourquoi aller voir une autre dissidence ? Parce qu'il y en a une qui prend déjà de la place, qui est déjà existante, qui est d'ailleurs tellement existante qu'elle est même plus vraiment une dissidence, vu qu'on vous la montre dans les mainstream. Vous avez compris l'idée ? Cette idée-là, de toute façon, je n'invente absolument rien. Elle a été théorisée par Noam Chomsky. C'est la fabrique du consentement. On est dans l'ingénierie sociale. Pour faire taire une dissidence, un système a 2 solutions. Taper fort, censurer, la matraque, le machin, ça on a vu, ça marche pas. Par l'effet Streisand, vous savez, c'est cet effet qui veut que quand vous cherchez à cacher quelque chose, c'est le meilleur moyen qu'en fait l'affaire vous explose au visage. C'est le meilleur moyen qu'elle sorte autrement. Bon, le système a compris que ça ne marchait pas. Ils veulent censurer, ils trouvent des trucs, mais les gens se lèvent. Même des gens qui, au départ, n'en ont rien à foutre. Ces gens-là vont commencer à se dire, mais tiens, pourquoi Macron, il veut censurer ? Je pensais que c'était un démocrate éclairé. La première solution ne marche pas. Donc la deuxième solution, pour faire taire une dissidence, c'est de l'amplifier. Mais de l'amplifier avec une dissidence que vous maîtrisez. Alors, ça, le système actuel l'a bien compris. Je vais éviter de me répéter, de radoter les amis. Donc, je ne vais pas répéter certains éléments que je vous ai déjà donnés. Par contre, je veux insister sur une chose très importante, les amis. Très, très, très importante. Pas de suspicion gratuite. Ce que je vous dis, évidemment que c'est le déroulé, on va dire, théorique de l'opposition contrôlée. Alors, c'est l'expression à la mode. Tout le monde est l'opposition contrôlée. On se le renvoie dans la gueule, les gentils, les méchants. En fait, quand quelqu'un tient un propos qui ne vous convient pas, ça devient l'opposition contrôlée. Alors ça, je trouve que c'est une forme de fainéantise intellectuelle assez scandaleuse. Je vous invite vraiment, les amis, à ne pas tomber dans la suspicion gratuite, à ne pas considérer que parce que quelqu'un ne dit pas quelque chose, ne dit pas une chose avec laquelle vous êtes d'accord,
automatiquement, ça fait de lui l'opposition contrôlée. Pour essayer d'identifier peut-être cette fausse dissidence ou cette dissidence instrumentalisée par le pouvoir en place, je vous invite à la factualité la plus rigoureuse, à être le plus factuel possible. Une opposition contrôlée, ça n'existe pas pour vous rassurer, parce que c'est forcément les gens qui ne pensent pas comme vous. Il peut y avoir des gens qui malheureusement jouent le rôle de cette dissidence qui est instrumentalisée, parce que ces gens sont eux-mêmes instrumentalisés. Je doute bien que quand on vous dit viens sur CNews, putain, peut-être qu'on se dit tiens, je vais faire des vues, je vais gagner des abonnés, c'est super. Il faut être solide sur ses appuis pour dire non, je tiens à mes valeurs. Donc, je vous invite là-dessus, plutôt que vous raconter d'histoires à dire machin est opposition contrôlée, machin ne l'est pas, je vous invite à être factuel. Vous regardez un média comme Frontières, et j'ai aucun doute à dire que eux, pour le coup, c'est une fausse dissidence qui vient écraser les autres. Frontières, en 2 ans, c'est une plateforme vidéo, des documentaires, une rédaction avec 10 bonhommes, une web radio, des moyens improbables pour un média véritablement indépendant et alternatif. Ça n'existe pas, et je parle en connaissance de cause. Donc, ça, par exemple, factuellement, c'est pas possible. Pour moi, pour distinguer la dissidence sérieuse, on va dire, de la dissidence pilotée, manipulée, faites confiance à la factualité, faites confiance aux faits. Quelqu'un qui dénonce la pédocriminalité, qui fait des vues sur YouTube avec ça, et qui va sur le plateau de Morandini, c'est pas crédible. C'est pas sérieux. Quelqu'un qui dénonce la privatisation de l'info, les milliardaires qui font de l'ingénierie sociale pour répandre leur idéologie, quelqu'un qui dit ça et qui va sur les plateaux de CNews, c'est pas crédible. C'est une question de bon sens. Enlevons les émotions, enlevons l'idéologie, regardons les choses. Je vous disais au début de cette séquence que j'allais vous dire des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre et qui nous poussent peut-être à nous remettre en perspective sur ce qu'on pense. Là, on est dedans. On est dedans. Vous pouvez pas dire les milliardaires c'est dangereux pour la liberté de l'information et aller dire ça sur CNews. C'est pas sérieux. D'ailleurs, les gens qui disent ça sur leur chaîne YouTube ne le disent pas sur CNews, curieusement. Vous pouvez pas dénoncer l'entre-soi politique quand vous êtes une créature du système. Quand vous-même, vous êtes une créature du système. Vous pouvez pas dénoncer le lobbying à Bruxelles quand vous avez signé en 2014 une lettre pour le MEDEF qui parlait des bienfaits du lobbying à Bruxelles. Vous pouvez pas. C'est pas crédible. C'est pas crédible. À moins de faire un mea culpa assumé. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, tout ce que je vous invite à faire, les amis, c'est une forme de cohérence. De cohérence dans le jugement que vous portez à tel ou tel média. De ne pas vous raconter d'histoire de c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste. Soyons juste cohérents. Par rapport aux actions passées, présentes et futures. Et je le redis, on n'est pas obligé d'être un ange toute sa vie. Tout le monde a fait des conneries. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous dis tout ça, je vis en Suisse. Donc, on peut tous s'en mettre plein la gueule et à raison. Et c'est vrai, et c'est juste, il n'y a aucun problème. Mais essayons de tirer un fil d'Ariane pour voir le niveau de la cohérence. Où se situe le niveau de cohérence? Même chose sur les propos. Si vous tenez des propos en disant la pédocriminalité c'est scandaleux et qu'après vous allez sur le plateau de Morandini, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça vous semble sérieux? Même chose pour les pensées. Quelqu'un qui a une pensée qui va passer de la France insoumise, puis finalement qui va sur des médias d'extrême droite, puis finalement souverainiste, puis finalement pas. Quelqu'un qui va tenir des propos contradictoires, qui va tenir qui va développer des réflexions qui vont dans le sens du vent pour faire des vues. Quelqu'un qui est anti-Trump puis pro-Trump, est-ce que ça vous semble crédible? C'est juste ça. Donc pour finir les amis, parce que voilà, ça a été très long, mais j'avais à cœur de faire cette séquence. Pour finir les amis, je veux juste vous rappeler tout ça. Ça n'est pas une question de personne, ça n'est pas une question d'idéologie. Vous avez les idées que vous voulez, vous soutenez qui vous voulez, c'est votre droit le plus strict. Et je n'ai absolument rien à vous dire. Et le jour où je vous dirai pensez ça, votez ça, désabonnez-vous. Cassez-vous parce que ça veut dire que moi-même j'ai perdu les pédales. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et c'est une crainte que je vous partage à la fois en tant que citoyen et à la fois en tant que Rémi juste milieu, c'est que les élections présidentielles de 2027 vont être rudes. Elles vont être rudes parce qu'elles vont être clivantes. Et on le voit aujourd'hui. Il y a de fortes chances que cette vidéo soit très mal accueillie, alors que j'ai pris toutes les pincettes possibles pour vous expliquer ma démarche, pour vous expliquer ma réflexion. Il y a de fortes chances que je prenne plein de commentaires pour qu'on me dise « Oui, mais tu t'en prends à ton camp, tu t'en prends à machin, tu t'es trompé, parce que machin, parce que bidule. » C'est précisément ce que je dénonce aujourd'hui.
il y a des clivages qui sont de plus en plus marqués. Ce que je vous dis là, j'ai le droit de le dire. Ou alors on considère que parce que je suis aussi un média alternatif, je n'ai pas le droit. Et dans ce cas-là, c'est une forme d'omerta. Et je n'ai pas le droit d'avoir mes raisonnements, qu'ils soient justes ou faux, que vous soyez d'accord ou pas. Si on m'explique que j'ai pas le droit de dire ça, parce que c'est comme un but contre son camp, ça veut dire qu'on a déjà perdu la partie. Et que pour 2027, les clivages sont déjà en place. Mais au moins, cette vidéo, je voulais vous la proposer, les amis, pour qu'elle fasse date, comme on dit, et que on puisse la regarder jusqu'à 2027 et après. C'est la démarche du bouquin que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant, les amis. J'ai posé tout ça sur papier, y compris avec la même analyse pour ce qui est de la politique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir, pour aller plus loin dans mon analyse, ce livre, Politique française, le guide de survie, parce que véritablement, pour moi, c'est un travail nécessaire pour appeler à la réflexion. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, je vous dis qu'il s'agit de réfléchir maintenant si on ne veut pas se retaper du Macron ou un équivalent dans les années à venir. Donc ce livre, si vous le voulez, le lien est en description. Vous regardez, vous commandez, vous lisez, et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, les amis. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, les copains, sur cette analyse. C'est une analyse plus du cœur et des tripes qu'autre chose, parce que je crains véritablement que le système ait un coup d'avance sur nous, et qu'aujourd'hui, nous soyons face à une forme d'instrumentalisation des médias alternatifs. J'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur n'importe qui. Je vous l'ai dit, l'opposition contrôlée, c'est un concept fumeux qui doit être, qui est très très mal utilisé, c'est pour ça qu'il est fumeux. Si on veut l'utiliser sérieusement, il faut être factuel. Il faut être factuel, de juger les contradictions factuelles sur les actes et les pensées des gens. Ne vous racontez pas que l'opposition contrôlée, c'est ci ou ça. C'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est d'être cohérent sur nos actes et sur nos pensées. Et donc cette vidéo, je veux la faire pas pour jeter l'opprobre sur n'importe qui, juste pour appeler à la cohérence, appeler à la factualité. C'est ça que je fais. Je suis ouvert au débat avec tout le monde, évidemment. En premier lieu, Didier Maisto, que j'ai un petit peu chargé. André Berkoff, avec grand plaisir. Je suis ouvert au débat parce que ma démarche, c'est d'abord celle-là. C'est de créer du débat, de créer de la réflexion. Je ne jette l'opprobre sur personne, au point que je suis ouvert à tout le monde pour discuter de ce sujet-là, pour débattre, pour avoir les avis de tout le monde. C'est un appel que je lance. Vous pouvez le relayer à n'importe qui, à toutes les personnes que j'ai évoquées dans cette vidéo et d'autres. Je suis ouvert au débat, ouvert à la discussion, parce que plus on parlera de ça, plus on pourra alerter nos spectateurs respectifs en disant « Attention, parce que voilà ce qui est en train de se passer, cette porosité mainstream alternative », dans l'hypothèse où cela inquiète d'autres gens. Moi, je suis inquiet, tout le monde n'est pas obligé d'être inquiet, il n'y a pas de problème. Mais j'insiste là-dessus, c'est d'abord le débat qui doit se faire, avant qu'on s'insulte tous les uns les autres, d'opposition contrôlée, machin bidule, je sais pas quoi. Soyons clairs sur nos démarches, soyons clairs sur qui nous sommes, sur qui nous avons derrière nous. Juste milieu, c'est vite vu, c'est nos revues. C'est nos revues et la boîte noire. On vend des choses, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on vend des choses, et c'est ça qui fait que nous sommes indépendants. Le jour où on ne vend plus, on n'existe plus. Donc au moins c'est pratique, au moins c'est vite vu. Et dernier point, et il va sans dire que je n'irai pas, parce que de toute façon on me l'a jamais proposé, à mon avis on me le proposera jamais, je n'irai jamais sur des médias mainstream pour être cohérent avec ce que je vous dis là, et le jour où je le fais, désabonnez-vous sur le champ, évidemment. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Allez-y en commentaire, c'est très important. Je vais essayer de répondre à plein de commentaires pour créer ce débat.